Le 24 décembre 1914 a dû être une journée d'une tristesse infinie pour les soldats français, allemands et britanniques dans les tranchées gelées d'Europe de l'Ouest. Ces jeunes gens, dont beaucoup pensaient participer à une grande aventure lorsqu'ils se sont engagés en août 1914, et à qui l'on avait promis d'être de retour à la maison pour Noël, ont dû se sentir terriblement seuls et désespérés à l'approche des fêtes. Tandis qu'ils s'apprêtaient à passer ce qui allait probablement être le premier réveillon de leur vie éloignée de leurs proches, dans un univers dévasté par les machines et les hommes, un petit miracle s'est produit. Une petite lueur d'humanité dans une nuit sans fin, que l'histoire retiendra sous le nom de trêve de Noël. Ma perception de la Grande Guerre serait pas la même sans cet épisode que j'ai découvert dans le film Joyeux Noël de Christian Caron en 2005. Et oui, c'est ce moment improbable où je dois reconnaître que Danny Boone a contribué à faire évoluer ma perception de la Grande Guerre. Peut-être parce que, étant moi-même nordiste, eh bien son personnage de ch'ti, paumé, terriblement seul dans sa tranchée, eh bien ça me parle. Comme ce sera le dernier épisode de l'année, j'en profite pour vous remercier du fond du cœur. Ça fait à peine quelques mois que j'ai lancé ma chaîne et je vous suis très reconnaissant de l'accueil et du soutien que vous m'avez réservé. Bon, j'en profite pour vous dire que si vous n'êtes pas abonné, comme la très grande majorité de mes spectateurs, n'hésitez pas à le faire, ça me sera d'une aide vitale pour essayer de faire exister cette bébé chaîne qui m'apporte énormément de joie au quotidien. Ça suffit pour les digressions, on en revient au sujet de la vidéo. En août 1914, lorsque la guerre éclate, les premières semaines se révèlent d'une violence inouïe. Cette période, dite de guerre de mouvement, marquée par l'échec d'offensives allemandes par la Belgique et françaises en Lorraine, est la plus meurtrière de toute la Première Guerre mondiale. Incapables de contourner leur adversaire, les deux armées s'enterrent, le front se fige et prend sa forme la plus emblématique, la tranchée. Les premiers mois sont terribles à vivre pour les soldats français, allemands et britanniques, qui après avoir découvert avec sidération l'apocalypse de la guerre industrielle, se retrouvent à devoir survivre dans des tranchées encore rudimentaires, sans confort et insalubres. Alors, en ce 24 décembre 1914, beaucoup doivent se poser la question « Mais qu'est-ce que je suis venu faire dans cet enfer ?» Conscient que la période des fêtes va être très éprouvante pour le moral des troupes, les autorités dans toute l'Europe lancent des campagnes pour collecter et distribuer des cadeaux de Noël aux soldats du front. Les soldats britanniques reçoivent une boîte en laiton, estampée à l'effigie de la princesse Marie, contenant du chocolat, du tabac et un message du couple royal qui dit « Que Dieu vous protège et vous ramène sains et saufs à la maison ». Les forces allemandes reçoivent également des présents de la part du Kaiser Guillaume II. Les soldats ont droit à des pipes et les officiers à des paquets de cigarettes. Quelques jours avant Noël, le président français Raymond Poincaré visite l'entrepôt parisien où les cadeaux pour les soldats français sont en train d'être amassés. Et le quotidien parisien Le Temps annonce le 22 décembre 1914 « Un grand nombre de paquets sont prêts à être transportés au front et les vignerons ont fourni 1200 bouteilles. » Dans les hôpitaux militaires, les infirmières se mobilisent afin que les blessés aient le droit à une petite célébration. Louis Johnson, infirmière anglaise, se rappelle de modestes présents tels qu'un paquet de cigarettes ou une écharpe qu'on lui a donné pour qu'elle les transmette aux soldats. Marie Dexter, américaine engagée volontairement dans la Croix-Rouge britannique, décrit dans le détail les préparatifs de la fête dans ses lettres. Noël est après-demain. Nous sommes occupés, quand nous avons quelques rares minutes de temps libre, à confectionner des chaussettes de Noël en gaz pour nos 200 hommes. Chacune contiendra des fruits, de la confiture, du tabac. Dans un hôpital berlinois, les infirmières distribuent des friandises et décorent de petits sapins de Noël. Voilà ce que l'infirmière Anna von Mildenburg dit de Noël 1914. L'image restera avec nous pour toujours, la façon dont nous nous tenions tous entre les soldats, les mains jointes avec ferveur. Et à la lueur vacillante des bougies de l'arbre de Noël, dans le parfum de sapin de l'arbre scintillant, nous chantâmes doucement le traditionnel chant bien-aimé, en l'envoyant vers le ciel comme une ardente prière, une supplication sincère. Paix pour les hommes de la terre. Voilà un peu sur le climat général qui entoure Noël 1914, où on sent que ça va être un moment extrêmement compliqué, que les soldats ont un terrible besoin d'affection, de chaleur humaine, ce qui relève probablement de l'instinct de survie après avoir été autant exposé à la brutalité et à la mort. On arrive donc à ce qui va se passer dans les tranchées gelées du front de l'Ouest. Sur de nombreuses parties du front, les tranchées se font face à peine quelques dizaines de mètres. Les soldats des deux camps s'invectivent, s'envoient des insultes en tout genre, et parfois échangent de simples plaisanteries. Déjà dans les semaines précédentes, des exemples de fraternisation ont existé. Dans une lettre du 14 décembre 1914, le soldat Gervais Morillon écrit à ses parents
Il se passe des faits à la guerre que vous ne croiriez pas. Avant-hier, et cela a duré 2 jours dans les tranchées, que le 90e occupe en ce moment, Français et Allemands se sont serrés la main. Voilà comment cela est arrivé. Le 12 au matin, les Boches arborent un drapeau blanc et gueulent « Camarades, camarades, rendez-vous !» Nous, de notre côté, on leur en dit autant. Personne n'accepte. Ils sortent alors de leurs tranchées, sans armes, rien du tout, officier en tête. Nous en faisons autant. Et cela a été une visite d'une tranchée à l'autre. Échange de cigares, cigarettes, et à 100 mètres, d'autres se tiraient dessus. Si nous ne sommes pas propres, eux sont rudement sales, ils sont dégoûtants, et je crois qu'ils en ont marre eux aussi. Depuis, cela a changé. On ne communique plus. La veille de Noël, à certains endroits, des soldats allemands décorent leurs tranchées avec des Tannenbäume, c'est-à-dire des petits sapins envoyés par le Kaiser lui-même, et entonnent des chants de Noël auxquels répondent les chœurs britanniques et français. Le chanteur d'opéra, Walter Kirchhoff, officier dans l'armée allemande, entonne pour les militaires un chant de Noël. En face, les soldats français applaudissent jusqu'à ce qu'ils reviennent chanter. Quelque chose change dans l'air qui plane au-dessus du No Man's Land. Les échanges se font de plus en plus joviaux entre les différents soldats, qui en plus de se provoquer, échangent de joyeuses plaisanteries, ainsi que des vœux de Noël jusqu'au moment où le soldat anglais Marmaduke Walkington raconte que de l'autre côté, un Allemand leur dit « Hey, tomorrow you no shoot, we no shoot. Demain vous ne tirez pas, on ne tire pas. » On retrouve des poèmes, des dessins, mais aussi des textes plus ou moins longs de plus de 90 militaires relatant les événements qui suivent. Parmi ces documents précieux, un texte de 8 pages rédigé par le soldat John G. Ferguson du Seaforth Highlanders est édifiant. Il s'agit d'un témoignage bouleversant intitulé « Peace on Earth », paix sur Terre. Il faisait presque nuit, et à 100 mètres des tranchées allemandes, il était presque possible d'écouter les conversations. Il y avait très peu de tirs de sniper de part et d'autre, et nous pensions qu'ils étaient exceptionnellement calmes, écrit le jeune soldat la veille de Noël. Nous avons commencé à chanter des chants de Noël. Ils nous ont applaudi. Ils ont chanté, et nous avons répondu. Je ne pense pas que nous étions aussi harmonieux que les Allemands. Ils avaient de belles voix. Le calme de la nuit, notre humeur ont peut-être aidé, mais lorsque le son a traversé le champ de navets jusqu'à notre tranchée, nous avons été tenus en haleine. Les soldats allemands disposent ensuite des lanternes chinoises derrière leurs tranchées. Les illuminations, n'importe quel autre soir, auraient attiré des tirs. Mais ce soir, personne ne s'en préoccupe. C'est la veille de Noël, observe Ferguson. S'ensuit un moment de flottement. Pendant un temps, chacun reste dans son camp. Puis l'extraordinaire se produit. La rumeur d'une trêve petit à petit se répand. Ferguson entend un soldat allemand l'interpeller au loin, lui proposant du tabac. Accompagné de 3 autres membres de sa section, le soldat part à la rencontre de celui qu'il appelle Fritz. Nous marchions entre les tranchées. En d'autres temps, cela aurait été la mort instantanée. Le simple fait de passer la tête au-dessus du parapet aurait été fatal. Mais ce soir, nous allons indemnes à la rencontre de nos ennemis, raconte-t-il. Pendant un temps, la barrière de la langue et la sauvagerie du conflit semblent s'évaporer. Nous nous sommes serrés la main, nous nous sommes souhaités un joyeux Noël, et nous avons rapidement parlé comme de vieux copains, devant leurs barbelés et entourés d'Allemands. Après quelques minutes, des petits groupes se forment un peu partout. Dans l'obscurité, on entendait des rires et des discussions, des cigarettes allumées et des éclairs d'allumettes. Les Allemands et les Britanniques allumaient leurs cigarettes et échangeaient des souvenirs. Nous étions en train de rire et de parler à des hommes que, quelques heures plus tôt, nous essayions de tuer, écrit-il. Le matin du 25 décembre, on continue à entendre des chants de Noël de part et d'autre. Autour de la ville d'Ypres, les Belges, les Français et les Britanniques découvrent que des arbres de Noël sont placés le long des tranchées allemandes. Et partout sur le front, l'improbable se reproduit. Ici, un soldat sort la tête de sa tranchée. Un autre lui emboîte le pas et se met debout dans le No Man's Land. Un groupe sort d'une tranchée, appelle les gars d'en face et leur dit de les rejoindre. Et puis on se retrouve à mi-chemin, là où hier encore on s'entretuait pour quelques mètres de terre. Entre les trous d'obus, Allemands, Français, Britanniques se serrent la main, échangent des cadeaux, trinquent. On troque les cigarettes de George V avec les cigares du Kaiser, le 22 points carrés contre du schnapps. On se montre les photos de sa bien-aimée, et des petits restés à l'arrière. Et on réalise que finalement, l'ennemi n'est pas bien différent de nous. L'histoire la plus célèbre de cette trêve est également celle sur laquelle les historiens se posent le plus de questions. L'existence de matchs de foot entre les différents camps. Il en existe de nombreux témoignages indirects que l'on retrouve dans les journaux et dans les courriers. Le problème, c'est qu'on manque ici de témoignages directs de personnes qui ont soit assisté, soit participé à une de ces parties de foot.
Néanmoins, les historiens ont quand même réussi à mettre la main sur des documents qui leur ont permis d'établir l'existence de vraies rencontres en France et en Belgique. Deux témoignages sont particulièrement intéressants. Le premier est celui du lieutenant Bruce Bairnsfather, qui a dépeint la guerre en tant que dessinateur caricaturiste et qui a tenu un petit carnet. Vers midi, il fut suggéré d'organiser un match de football. À l'évidence, quelqu'un avait reçu un ballon dégonflé en cadeau. Puis plus loin, l'un des nôtres a pris le ballon et a tiré dedans. Un soldat de l'armée allemande se montre un peu plus précis encore. Kurt Zemich du 134e régiment saxon raconte dans son journal: deux Anglais rapportèrent un ballon de leur tranchée et un match de football vigoureux débuta. C'était si merveilleux et étrange. Plus tard dans la soirée, des officiers soumirent l'idée d'organiser un grand match de football entre les deux positions le lendemain. Cette embellie se poursuit pendant quelques heures. Et les deux camps tiennent parole. Personne ne tire la moindre balle pendant 2 jours. Ferguson continue son récit. C'était comme si nous étions dans un autre monde. Nous étions là, le jour de Noël dans les tranchées, et nous pouvions nous promener la tête haute. Une partie de notre compagnie B est allée là-bas et s'est fait photographier avec les Allemands. Nous étions liés d'amitié avec l'ennemi, et tout au long de la journée, nous n'avons cessé de nous appeler et de plaisanter de l'autre côté des tranchées. Pendant ce cessez-le-feu improvisé, les officiers s'accordent pour récupérer les corps des soldats tombés dans le No Man's Land et leur accorder des funérailles décentes. Enfin, sur certains endroits du front, les soldats préviennent leurs nouveaux camarades que leur artillerie va les pilonner, voire carrément les invitent à venir s'abriter dans leurs tranchées pendant le bombardement. Cette belle histoire ne peut malheureusement pas durer. Les journaux s'en font l'écho, et si cela réchauffe le cœur des familles qui imaginent leurs maris, leurs frères, leurs fils passer un moment d'humanité et de réconfort au front, la nouvelle horrifie les commandants. Les unités qui ont fraternisé sont soit dissoutes, soit envoyées sur d'autres points du front. L'état-major fait également volontairement donner l'artillerie pour disperser les groupes fraternisant dans le No Man's Land. Dans les jours qui suivent, les combats reprennent et le soldat Ferguson est frappé par un obus le 26 décembre. Son bras gauche est amputé et sa cuisse gauche est grièvement blessée. Dans Peace on Earth, il raconte: « Je savais que ce n'étaient pas nos nouveaux amis, les Bavarois, qui m'avaient tiré dessus, mais l'artillerie des Prussiens. » Si le Daily Mirror arrive à faire la une de sa publication du 8 janvier 1915 avec cet épisode, la majorité des photos sont saisies et détruites, et la censure est totale dans les médias français et allemands. C'est la fin définitive de cette parenthèse. Lors des 3 Noëls qui suivent, des consignes sont données de manière à empêcher toute nouvelle fraternisation entre les forces antagonistes. De toute façon, la sauvagerie de la guerre rendra ce type d'épisode quasiment impossible dans les années suivantes. Si en décembre 1914, la guerre est encore récente, que les soldats sont dans un moment particulier, ceux-ci ont dû radicalement s'endurcir et se blinder émotionnellement pour survivre à la barbarie du conflit. Alors, que reste-t-il au final de cette trêve? Eh bien, cet épisode a largement été repris dans la culture populaire et dans les arts. Dans les chansons Pipes of Peace de Paul McCartney et bien sûr de l'immense Christmas Truce de Sabaton, dans le film Joyeux Noël de Christian Caron ou encore dans la série de la BBC Doctor Who. Pour le Noël 2014, la marque de magasins Sainsbury's a dédié un spot publicitaire à cette trêve qui a suscité une immense émotion nationale au Royaume-Uni. Plusieurs monuments ont été érigés pour immortaliser cet épisode. Le monument de la trêve de Noël à Ploegstert en Belgique, une statue à Messine, et pour immortaliser les matchs de foot, une sculpture a été dévoilée à Liverpool dans le cadre des célébrations de 2014, ainsi qu'un obus surmonté d'un ballon de football en acier à Saint-Yvon. Le match de foot a été reconstitué en 2014 par l'UEFA à Ypres le 17 décembre. Au final, la trêve de Noël 1914 est un symbole d'humanité et de fraternité entre les peuples. C'est un moment qui nous invite à nous rappeler que cette guerre si absurde, si déshumanisante, cette immense machine à broyer des individus, eh bien c'est avant tout une histoire profondément humaine qui se raconte mieux avec beaucoup d'empathie et de compassion. Alors oui, c'est vrai, la guerre ne s'est pas arrêtée là, très loin de là, mais au final ce moment a existé et c'est tout ce qui compte. J'en reste là pour cet épisode, c'est le moment pour moi de vous remercier, de vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures.